Et moi, ce qui m'a particulièrement intéressé cette fois-ci, c'est ce qui s'est passé à Québec, la réélection de Bruno Marchand. Mais c'est surtout ce que j'ai perçu, moi, c'est la continuation de l'opposition du complexe médiatico-politique contre les gens qui s'opposaient à eux il y a 5 ans dans le cadre de la pandémie. Et ce que les gens du complexe médiatico-politique ont fait contre Stéphane Lachance, en particulier le candidat de Respect citoyen, ça a été les mêmes méthodes de propagande, les mêmes méthodes de démonisation, comme ça a été le cas pendant la pandémie, mais c'est surtout les mêmes méthodes liberticides qu'ils ont utilisées contre Stéphane Lachance, parce que réellement, le traitement qu'on lui a réservé, c'était digne des pires régimes autoritaires. Les journalistes sont allés fouiller dans sa vie privée. Ils sont remontés jusqu'à il y a 20 ans pour savoir s'il avait payé ou non des tickets de stationnement. Mais vraiment, le truc le plus dégueulasse qui a été fait de leur part, ça a été lorsque des journalistes ont contacté son ex-conjointe et ses enfants afin de savoir si c'était un bon père de famille, s'il avait toujours payé ses pensions alimentaires. Ça a été vraiment là, ils ont franchi un cap de l'inacceptable qui malheureusement va devenir banal s'il y a des élections fédérales qui doivent être déclenchées au cours des prochains jours. Ça va être le cas l'année prochaine au Québec lorsqu'il va y avoir des élections provinciales. Donc, tous les candidats anti-système, les gens qui remettent en question la doxa du complexe médiatico-politique, risquent de subir là, la même médecine. Donc, l'objectif de ces gens-là, ben, c'est tout simplement de faire en sorte que ces gens-là ne gagnent pas les élections. Parce que s'ils gagnent les élections, ben, ils vont perdre accès à l'hôtel de ville, ils vont perdre accès au voyage en compagnie du maire. Ultimement, ils pourraient perdre aussi accès aux subventions gouvernementales qui leur permettent de vivre. Mais au final, ça va aussi contribuer à faire taire les candidats anti-système parce que là, maintenant, il y a une épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête. Chaque personne qui est anti-système, qui veut dénoncer ces individus-là, doit maintenant savoir que si il ou elle se présente aux élections, les journalistes vont aller fouiller dans leur vie privée, savoir s'ils ont déjà ils ont déjà commis un geste répréhensible il y a une vingtaine d'années, il y a 25 ans. Leurs ex vont être contactés pour savoir comment ces gens-là les ont traités, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle de la censure indirecte. Donc, techniquement, théoriquement, les gens continuent à avoir le droit de se présenter lors des élections, mais dans les faits, il n'y a personne maintenant qui va vouloir le faire parce qu'on va aller fouiller dans leur vie privée. Puis, vous souvenez-vous, aux dernières élections provinciales, Éric Duhaime, qui n'avait pas payé ses taxes municipales à temps, etc., etc. Donc, tout est fait pour démoniser ces individus-là et seulement ces individus-là. Parce que vous ne me ferez pas croire que des gens comme Bruno Marchand ont pas eux aussi des squelettes dans le placard. Mais ça, les journalistes vont pas aller fouiller dans leur passé parce que c'est leur candidat. C'est les gens qui défendent leur vision de la société et qui leur permettent de continuer à avoir une voix, à continuer à pouvoir bénéficier des voyages lors de ces déplacements de mer à l'étranger, continuer à toucher des subventions. Donc, ces individus-là sont intouchables à l'inverse des candidats anti-système qui, eux, ben, c'est anything goes contre ces individus-là. On peut fouiller dans leur passé, on peut les détruire, on peut porter atteinte à leur réputation. Puis chapeau à Stéphane Lachance là, d'avoir été en mesure de tolérer ça pendant la campagne électorale, parce que c'est pas tout le monde qui aurait pu faire ça. Mais selon toi, là, les médias traditionnels, ils en tirent quoi de ça? Parce qu'ils savent que leur code d'écoute est en chute libre, ça ne va pas bien. Les gens le voient, il y a un biais évident. Qu'est-ce qu'ils en tirent de tout ça? Ben, c'est le baroud d'honneur, hein? Parce qu'ils savent que c'est en train de se terminer, mais ils veulent continuer à faire perdurer la situation le plus longtemps possible. Donc, ils vont continuer à appuyer les candidats du système qui peuvent potentiellement continuer à leur donner des scoops, leur permettre de continuer à toucher des subventions. C'est leur espoir de survie. Ils s'accrochent à leur dernier espoir de survie, puis c'est inévitablement, ça ne peut être que ces gens-là, ça peut pas être les candidats anti-système comme Pierre Poilievre, par exemple, qui dit ouvertement qu'il va couper les subventions à Radio-Canada.
Donc, ils vont s'accoter auprès de candidats systémiques comme Mark Carney, qui, au contraire, leur promettent de continuer à augmenter, non seulement de maintenir les subventions, mais aussi de les augmenter. Donc, c'est leur baroud d'honneur. Ils s'accrochent à leur dernière ligne de vie. Mais c'est vrai, en sachant très bien que, inévitablement, cette vie-là est en train de s'achever parce qu'au cours de la prochaine décennie, la plupart de ces médias traditionnels-là vont vraisemblablement faire faillite, à moins qu'il y ait une aide massive de l'État qui pourrait être développée pour pouvoir arriver à les sauver. Puis d'un point de vue extérieur, là, comment que tu vois la condition des villes à Québec, là? Depuis quelques années, là, comment que tu vois la progression, la condition des villes? Ben, moi, je pense que le problème, ça a été les fusions municipales qui ont été faites il y a à peu près 25 ans. C'est à l'époque, les maires qui dirigeaient des petites villes, hein, qui sont maintenant des arrondissements à Québec ou à Montréal, ces gens-là, à l'époque, se concentraient sur ce que devrait être la véritable responsabilité d'un maire, assurer des services de proximité. Puis lorsqu'on dit services de proximité, c'est faire en sorte que les rues sont déneigées, faire en sorte que les poubelles sont ramassées au moins une fois par semaine, si c'est pas 2 fois par semaine. Donc, essentiellement, c'était de rendre la vie des gens, la vie immédiate des gens meilleure. Moi, je me souviens, j'habitais à Québec, puis lorsqu'il y avait un problème, par exemple, au printemps, les conduites d'égout étaient gelées, puis la ville la rue était inondée. Ben, par exemple, mes parents téléphonaient directement au conseiller municipal qu'on appelait l'échevin. On avait son numéro personnel, il publicisait son numéro personnel, les gens lui téléphonaient lorsqu'il y avait des problèmes, puis 30 minutes plus tard, les employés de la ville étaient dans notre rue pour enlever la glace sur les bouches d'égout pour que l'eau puisse s'écouler normalement. En réalité, lorsqu'on y pense, c'est ça et ça devrait être ça, la politique municipale, assurer des services de proximité. Mais ça, c'était possible lorsque les villes étaient toutes petites. Mais en faisant des fusions municipales, puis c'était pas l'effet escompté, mais c'est maintenant la conséquence avec laquelle on doit vivre. Les maires, maintenant, dirigent des villes de plusieurs centaines de milliers de personnes, et maintenant, ils se sont projetés comme étant des chefs d'État, comme étant l'équivalent de premier ministre, et ils se permettent là maintenant de se promener à l'étranger, d'agir comme des chefs d'État, mais c'est surtout de développer des programmes politiques à la hauteur d'un État. Donc, sauver la planète contre l'effet des changements climatiques, sauver les pingouins au pôle sud. Ils se sont projetés maintenant dans cette nouvelle dimension-là parce que la taille de leur municipalité maintenant le permet. Donc ça, c'est depuis les 25 dernières années, c'est la transition vers laquelle on est en train d'assister. Les maires sont devenus des chefs d'État wannabe qui se sont projetés dans des combats mondialistes, et oubliant ainsi quelles devraient être là, les principales préoccupations d'un maire ou d'un conseiller municipal. Avant de se quitter, il faut que je mentionne, je ne sais pas si tu avais vu mon reportage où je parle du candidat Antifa à Montréal. C'est parce que là, je viens d'avoir les résultats. Il a quand même obtenu 9,4 %. Cet homme-là a publié sur X de tuer les transphobes locaux, de tuer des politiciens qui n'ont pas des plateformes électorales pour justement enrayer la crise du logement ou pour les changements climatiques. Il a également dit que si un politicien mettait une mise à jour de leur plateforme électorale pour inclure le mot « woke », qu'il y avait le droit de les tuer et d'obtenir une médaille. Et ce candidat-là, il vient d'obtenir quand même 9,4 %. Écoute, dans le district où il se présentait, ma conclusion, c'est que soit 9 % de sans-dessin qui est absolument pas au courant de ce que ce candidat-là disait, ou au contraire, il y a 9 % de gens dans son district qui sont parfaitement en accord avec lui, ce qui est un électeur sur 10.
ce qui est en soi particulièrement problématique. Ouais, mais sérieusement, des fois, je regarde ça. Il y a des candidats qui ont été enlevés de la course pour vraiment moins que ça. Ah, ben oui. Ah oui. Puis, mais non, on pas ces a gens-là. défendu ce candidat-là en disant que ses propos étaient colorés et non haineux, là. Non, mais ces gens-là, ils ont le droit de tout faire. Ils ont le droit de tout dire, puis ils seront jamais sanctionnés. Dans le pire des cas, s'ils sont sanctionnés, c'est une petite tape sur les doigts. Mais vous avez un candidat de l'autre côté du spectre politique qui tiendrait des propos, ma foi, de façon exponentielle, beaucoup moins pire que des propos comme ceux-là, puis on exigerait immédiatement son retrait de la course. Écoutez, je pense qu'il y a un candidat de Samamad dans la région de Québec qui avait tenu des propos sur les itinérants qui étaient douteux, qui n'étaient pas particulièrement des propos sympathiques, mais c'était pas des appels au meurtre là, comme dans le cas de ce candidat-là. Ben, dans le cas du candidat de Samamad, il est obligé de se retirer. Il est obligé de se présenter comme candidat indépendant. Mais ça, je veux dire, ça a toujours été le cas. Il y a des chouchous qui ont le droit de faire des erreurs. Puis, Chouchou ou la gauche? La gauche, c'est ça, les gens de la gauche, c'est les chouchous. Donc, eux, ils ont le droit de faire des erreurs. Ce sont des simples erreurs. On peut passer l'éponge, on peut les excuser. Mais les gens de l'autre côté du spectre politique, s'ils ont fait quelque chose là de pas correct il y a 20 ans, ils ont pas payé leur ticket de stationnement qu'ils ont eu en 1997, ils l'ont payé 5 jours en retard. Ah, c'est fini, là. C'est des mauvais payeurs de taxes, ils donnent des mauvais exemples, ils doivent se retirer impérativement, ils donnent pas le bon exemple. Tu sais, je veux dire, faut pas avoir un doctorat en sciences politiques là, pour se rendre compte là, que l'attitude des médias là est complètement disproportionnée à l'égard des uns et des autres là. Mm-hmm. Ça c'est vraiment l'exemple extrême parce que des appels au meurtre comme ça, je veux dire, c'est un cas criminel là. Mais attends, là, c'est moi qui ai sorti là, cette histoire-là. Sinon, ça n'aurait jamais été dans les médias. Pendant ce temps-là, les médias se tournent justement, comme tu l'as dit, sur l'étiquette qu'ils ont eue dans le temps non payée. Mais c'est moi qui ai sorti cette nouvelle-là et TVA, par la suite, l'a repris. Mais est-ce que ça l'aurait été au grand jour? TVA n'a pas repris ton reportage. TVA a volé ton reportage. Je pense qu'il faut être honnête avec ce qui s'est passé. Non, mais je pense que c'est un bon exemple de ce que je disais tout à l'heure. Les journalistes décident de creuser dans le passé que des candidats avec lesquels ils sont en opposition. Ça leur aurait jamais passé par la tête d'aller creuser dans le passé des candidats de la gauche, parce que c'est les bonnes personnes. On ne fait pas ça. On ne s'intéresse qu'au passé de Gilbert Thibodeau, les gens de la droite, les mauvaises personnes, parce que c'est ces gens-là qu'on doit détruire. C'est ça leur mentalité là. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont jamais allés fouiller dans le passé de ce candidat-là. Alors puis quand je dis fouiller, ça nécessitait pas, comme dans le cas de Stéphane Lachance, clairement d'avoir accès à de l'information privilégiée de certains ministères. Là c'était sur les réseaux sociaux là. N'importe quel journaliste aurait pu trouver ça en l'espace de quelques minutes là. C'était même pas caché là. Mais justement, ils l'ont pas fait parce que il était dans la catégorie bonne personne, catégorie des gens intouchables. C'est pour ça que ils n'ont pas sorti l'histoire eux-mêmes. Parce que j'aimerais ça quand j'ai le petit clip là, je voudrais qu'on l'écoute rapidement parce que je pense qu'il y a des gens qui l'ont pas écouté. C'est Yves Poirier qui justement a reçu Craig Sauvé et l'a questionné par rapport à son candidat. Alors, vous entendez Craig Sauvé qui brigue la mairie pour le Parti Transition Montréal, mais c'est à son tour d'être aux prises avec un candidat aux propos controversés. Le candidat que vous voyez à sa droite s'appelle Sergio Da Silva, dans le district Saint-Jacques. Da Silva s'est fait tatouer Bella Ciao sur le cou, qui rappelle le chant de protestation antifasciste. Bella Ciao associé également aux balles utilisées dans l'assassinat de Charlie Kirk. Le chef du parti, Craig Sauvé, est là pour réagir. Bonjour, M. Sauvé. Bonjour, comment allez-vous, M. Poirier? Très bien, merci. Je veux vous entendre donc sur ce candidat qui a aussi dit, et là je vais le citer, si vous mettez le mot woke dans votre programme politique, j'ai le droit de vous tuer et de recevoir une médaille pour ça. Est-ce qu'il est toujours dans votre équipe, ce candidat?
Mais absolument, Sergio Da Silva, c'est un des candidats les plus populaires de tous les candidats de tous les partis. C'est un gars qui a quand même un très gros following. C'est un musicien punk, hein, qui a ouvert 2 entreprises dans le district Saint-Jacques, là où il habite. C'est le seul candidat qui habite le district de Saint-Jacques. C'est au centre-ville de Montréal. Mais vous entérinez ça? Vous entérinez ça, M. Sauvé, ces déclarations? Mais il faut comprendre d'où Sergio Da Silva vient, ce contexte. Oui, il est parfois très coloré dans sa langage. Oui, il va dire les choses en hyperbole, mais il faut regarder tout le contexte de ce qu'il dit depuis très longtemps. Il est toujours quelqu'un qui défend les personnes les plus marginalisées. Il l'a dans sa communauté. Il est actif. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup l'humour pour faire réagir les gens, mais les mêmes morales, c'est toujours là. On va défendre les gens, on va aider les gens, on va être là pour la communauté. Il a toujours été. Puis oui, utiliser l'humour, hyperbole de temps en temps. Il vient du monde punk. C'est un langage différent aussi. On connaît Sergio Da Silva. Comme j'ai dit, c'est un des candidats le plus connus dans tout le Montréal présentement. Sergio Da Silva a quand même écrit « Tuez vos transphobes locaux ». Vous trouvez ça drôle, vous, comme déclaration? Mais comme je dis, il va parfois utiliser le mot, des déclarations très colorées. Son compte Twitter existe depuis une 12aine d'années. Il va tenter de faire réagir les gens. Est-ce qu'on peut mettre pause? C'est pas un gars violent, c'est un gars pacifiste qui est... Je veux qu'on mette pause là parce que l'écran en arrière, c'est mon collage. C'est moi qui ai fait ce collage-là de toutes ces publications sur X. Puis, ils n'ont même pas crédité de où ça venait. Et tout ce qu'il a dit en plus, au tout début, c'est tout moi qui avait emmené ça comme point, là. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en ce moment, on a le fédéral qui essaie de mettre des lois pour justement faire en sorte de criminaliser les discours haineux. Alors que là, on a clairement l'incitation à la haine et au meurtre, et on laisse passer ça. Il n'y a pas de sanction. Il y a pas, la police va pas aller gérer le tout. Pourquoi on met des lois alors? Pourquoi on essaie de rajouter des lois liberticides alors que ça, qui est punissable selon le code criminel, il n'y a rien qui se passe. Non, mais ça nous amène à nous poser la question. Ces nouvelles lois-là sont destinées à cibler quelle catégorie d'individus? C'est ça. Se poser la question, poser la question, c'est y répondre. Mais vous voyez, la stratégie de défense typique de la gauche, c'est il défend les bonnes personnes, on doit le comprendre, le placer dans le contexte, mais surtout aussi l'excuse, c'est de l'humour. Parce qu'on s'entend, tu sais, l'humour, puis on l'a vu avec Mike Ward, lorsqu'on fait de l'humour, la liberté d'expression, elle est élargie. Parce qu'il faut pas sanctionner l'humour. Puis évidemment, l'humour, ben c'est abrasif, puis ça peut heurter les susceptibilités des individus. Donc ça, c'est devenu aussi une tactique très, très, très typique de gens très connus à Radio-Canada qui s'en prennent à des individus. Puis évidemment, les individus qui font pas partie de leur gang, ils se moquent d'eux ouvertement. Et lorsque les gens portent plainte, leur excuse, c'est « Ah, c'est de l'humour. Je fais de l'humour. » C'est pas de l'information. On fait de l'humour. Donc, au nom de l'humour, on a le droit de dire des choses beaucoup plus abrasives, de se moquer de certains individus, puis on peut pas être sanctionné pour avoir utilisé cette méthode-là. Ou les discours religieux. Oui, exactement, ou les discours religieux. Donc, mais le fait que Craig Sauvé ait mentionné que c'était de l'humour, ça s'inscrit aussi dans cette logique-là on a le droit de dire des choses qui normalement devraient pas être dites, puis on peut pas être sanctionné pour autant parce que soit il faut comprendre l'individu, il vient d'un contexte particulier, son combat est noble, mais sur le plan juridique, pour mieux se baquer, c'est le recours au droit à l'humour. Mais quand on regarde le contexte sur la plateforme X, il n'y a pas d'humour. Donc, c'est vraiment juste utiliser ça pour c'est une excuse, passer en dessous du tapis, là. Ah oui, c'est une excuse parce que clairement, il n'y avait pas d'humour dans les propos de cet individu-là. Puis on s'entend que sur X, lorsqu'on tient des propos comme ça, qui sont censés être humoristiques, on ajoute un émoticône, un lol, quelque chose comme ça pour vraiment donner l'impression que
Ici, je fais dans l'humour ou je fais dans le sarcasme. Donc, il y a aussi le contexte dans lequel ces propos-là sont tenus. Si vous êtes un stand-up comique qui tenait des discours comme ceux-là, ben évidemment, le stand-up va se mettre dans un contexte particulier. Pour l'auditoire, ça va être clair qu'il est en train de faire dans l'humour. Mais lorsque vous le faites à l'écrit sur les réseaux sociaux, ben, il y a une méthode qu'on doit utiliser pour pas laisser place à l'ambiguïté. Puis clairement, dans ce cas-là, il a pas fait ce qui devait être fait parce que c'était pas de l'humour, en réalité. Ouais, mais en tout cas, je pense qu'on va juste voir de plus en plus des tactiques de ce genre, justement, pour justifier ce que la gauche fait, alors que la droite n'a pas le même type de traitement, ni du côté juridique, ni du côté de la loi. À chaque fois, c'est toujours traité d'une différente manière. Il y a tout le temps un deux poids, deux mesures, un double standard. C'est ça, parce que dans le complexe médiatico-politique, vous avez les bonnes personnes, puis les personnes à abattre au sens figuré du terme. Mais malheureusement, le sens figuré aux États-Unis, on le voit avec Charlie Kirk, dans l'esprit de certaines personnes, le sens figuré est en train d'être pris au sens propre, là. C'est ça aussi qui est extrêmement dangereux parce que la gauche politique génère un potentiel de générer une forme de violence politique lorsque des individus, à force de se faire répéter constamment les mêmes choses, cette personne-là, c'est un fasciste, une mauvaise personne, c'est un dictateur en devenir, à un moment donné, ça monte à l'esprit de certaines personnes qui vont se dire les paroles ne suffisent plus, il faut maintenant passer aux actes. C'est clairement ce qui s'est produit avec Donald Trump, sa tentative d'assassinat à l'été 2024, et ce qui s'est passé avec Charlie Kirk récemment, qui est à l'origine de la décision de ces hurluberlus de passer à l'acte. Ben faut se poser la question. C'est des gens qui répètent constamment le même message, que ces personnes-là sont dangereuses, constituent des menaces. Donc, l'opposition figurée est en train de se transposer dans l'esprit de certaines personnes à une volonté là, de passer réellement à des actes de violence politique. Donc, il y a rien de drôle là-dedans. Là. Ce que Craig Sauvé dit, c'est complètement débile et dangereux. Il cautionne quelque chose qui est extrêmement dangereux. Puis, mais pas juste ça. Les médias auraient dû, justement, dire, écoutez, ça n'a juste pas de bon sens. Là. On peut pas accepter qu'un candidat littéralement incite à la haine et au meurtre. Quel type de message que ça l'envoie? Non seulement aux plus jeunes, la future génération, mais juste à la société en général. Simplement que c'est correct de tenir des propos comme ceux-là. Puis vous allez toujours trouver des partis politiques qui vont être prêts non seulement à vous accueillir, mais à vous défendre si vous êtes pris en flagrant délit d'avoir tenu des propos comme ça sur les réseaux sociaux ou n'importe où ailleurs. Vous pouvez être sûr que des gens qui vont être prêts à vous défendre bec et ongle. Puis ça, c'est très typique de la gauche politique qui a au moins le mérite de se tenir, d'être tricoté très serré, de défendre les gens de leur camp lorsqu'ils tiennent des propos complètement inacceptables comme ceux-là. Mais moi, j'ai assisté il y a quelques semaines, c'était avec un chroniqueur d'un autre média qui accueillait en entrevue Éric Duhaime. Et Éric Duhaime se faisait interrompre constamment lorsqu'il disait des choses qui déplaisaient à l'animateur. On s'entend que dans le cas d'Yves Poirier, il l'a laissé parler, il l'a pas coincé dans le coin, là. Mm-hmm. Donc, la méthode était complète. Vous allez me dire, c'était deux animateurs différents, oui, mais je trouve que la méthode est toujours beaucoup plus généreuse à l'égard des gens de la gauche qui tiennent des discours comme ceux-là qu'à l'égard des gens de la droite qui, eux, se font interrompre, sont incapables de s'exprimer, de justifier leur point de vue. C'est ça, c'est des attaques. En réalité, c'est pas une entrevue, c'est une espèce d'exécution symbolique où pendant 15 minutes, l'animateur va faire un monologue où il va diaboliser l'individu en question.